à tout le monde. Merci aux organisateurs pour cette invitation à parler de la stigmatisation. J'ai choisi de prendre le parti de parler du regard des autres en partant du principe que ces autres, c'est moi, c'est nous tous ici, qui avons, de façon parfois non consciente, des représentations sociales stigmatisantes autour de la santé mentale, autour des troubles psychiques. Ces attitudes de stigmatisation s'appuient en fait, certains en ont déjà parlé ce matin, sur des représentations sociales qui font partie de notre éducation et qui font parfois partie finalement des valeurs. Ces représentations sociales, elles se créent à l'interface entre la société et l'individu, et elles servent de filtre finalement et de décodeur par rapport à une certaine réalité. Donc c'est en partant de ce postulat, de ces postulats, que j'ai choisi de vous parler de la stigmatisation, en la modélisant un petit peu à travers la définition assez consensuelle qui en est faite à l'heure actuelle, et puis en vous invitant à décrypter la stigmatisation en santé mentale en s'appuyant sur une certaine réalité qui est plutôt celle des données probantes dans la littérature scientifique pour appuyer un certain nombre de propos qui vont faire écho, si certaines et certains parmi vous ont suivi ce matin l'atelier en fin de matinée sur les médias, la place des médias dans la représentation qu'ils offrent aussi de la santé mentale. Il y a des petites choses qui vont faire écho à ce qui a été dit dans l'atelier la fin de matinée. Quand on parle de stigmatisation, il faut pouvoir finalement la définir et au regard de toutes les définitions qui sont actuellement disponibles, celle de l'OMS est assez consensuelle, puisque l'Organisation mondiale de la santé nous parle d'une marque de honte, de disgrâce, de désapprobation conduisant un individu à être évité et rejeté par les autres, c'est-à-dire qu'il existe des caractéristiques codées dans nos sociétés qui invitent à adopter des attitudes stigmatisantes, sans parler des troubles psychiques. Évidemment, il suffit de parler du sexe ou du genre des personnes, de leur couleur de peau, de leur catégorie sociale parfois, de leur statut social, qui sont des éléments qui... Je vous en prie, asseyez-vous. Qui constituent autant de marques qui peuvent conduire à avoir des attitudes stigmatisantes. Certains auteurs, pour prendre une référence, je vais le mettre là parce que pour le coup, c'est facile de voir le diaporama. Pour prendre une référence récente, un article dont je vous mettrai la référence à la fin, parle à tout le moins de double peine, voire de seconde maladie, en ce qui concerne les attitudes stigmatisantes au regard des troubles psychiques. Et pour parler de la stigmatisation, avoir une approche multidimensionnelle ou à tout le moins pluridimensionnelle autour de ces 4 formes de stigmatisation envers les troubles psychiques. Une stigmatisation publique à travers la société, les médias, mais aussi parfois la famille. Je vais l'aborder de manière différente, cette question de la stigmatisation à travers la famille, puisque la famille peut être stigmatisante, mais elle est surtout stigmatisée. Okay, ce qu'on appelle la stigmatisation par association, donc ciblant justement les proches des personnes qui sont concernées par les troubles psychiques. La stigmatisation structurelle, celle qui s'infiltre dans les politiques et les pratiques qui confinent à la discrimination. Il y a des discriminations pour le coup institutionnalisées par les pratiques qui relèvent de politiques publiques ou d'établissements publics. Et puis bien sûr, je l'ai mise à part, même si elle fait partie des formes de stigmatisation, l'auto-stigmatisation, qui est bien sûr le retour sur soi de ce que les représentations sociales stigmatisantes véhiculées par la société, par les familles ou par les institutions renvoient à l'individu qui s'accapare finalement, qui finit par internaliser les représentations sociales qui sont associées aux troubles, à sa situation. En conséquence de la discrimination, du rejet social, de l'exclusion, mais aussi une augmentation du délai du début des soins pour les personnes qui nécessitent
d'avoir un accès aux soins en santé mentale, une limite concernant la qualité de vie, une diminution du sentiment d'auto-efficacité et donc de la qualité de vie en ce qui concerne des aspects plus subjectifs. Un exposé qui s'appuie sur des données probantes de la littérature pour éclairer chacune de ces facettes de la stigmatisation. Pour commencer à parler de la stigmatisation publique, j'ai essayé autant que faire se peut d'aller chercher des exemples en France et en Belgique. Alors j'en ai un peu plus en France qu'en Belgique, ne m'en voulez pas. Pour commencer, une enquête assez ancienne finalement, une enquête santé mentale en population générale. Alors on peut être critique par rapport aux termes qui ont été choisis par rapport à cette étude est relativement ancienne, je ne suis pas sûre qu'on ferait finalement exactement la même chose aujourd'hui, mais elle a le mérite en tout cas de pointer un certain nombre de représentations sociales qui, je l'imagine pour un certain nombre d'entre vous, ne sont pas surprenantes, à savoir que l'évocation du terme fou, malade mental et même dépressif, on verra au fil de l'exposé que la dépression subit encore une forme de stigmatisation, mais que les choses s'améliorent de ce côté-là, est associée à une représentation sociale, à un stéréotype, qu'on appelle le stéréotype de la violence ou de l'agressivité, que l'on retrouve ici au moins à 4 reprises, et encore une fois ici. À l'inverse, et je vais essayer autant que faire se peut en tout cas de souligner aussi des résultats qui sont un peu plus positifs, à l'inverse, qu'on pourrait appeler des théories naïves, c'est-à-dire les théories implicites qui peuvent exister sur les troubles psychiques, en ce qui concerne la dépression, amènent la population générale à évoquer des choses qui sont finalement assez justes dans la définition clinique de ce qu'est l'épisode dépressif caractérisé. Néanmoins, concernant cette stigmatisation, à travers l'étude qui a été faite en population générale, on avait des variables qui étaient assez générales dans la dénomination qui était choisie, le fou, le malade mental, le dépressif, avec toutes les stigmates auxquels cela renvoie, évidemment. Ce qu'on trouve dans la littérature, c'est plutôt un regard à la fois commun, c'est-à-dire que presque tous les troubles psychiques vont éveiller des représentations qui sont communes, et puis quand même des représentations qui sont tout à fait particulières et tout à fait spécifiques à certains troubles psychiques, en particulier tout ce qui gravite autour des troubles psychotiques et de la schizophrénie, et donc ce sont surtout de cela dont je vais parler au fil de l'exposé. Donc on est tous et toutes concernés par ces attitudes de stigmatisation. On en est pour l'instant au domaine public, mais vous allez voir qu'après, ce sont des pratiques professionnelles que je vais cibler et dans lesquelles je m'inclus naturellement. Mais il y a aussi des disparités. Sur une étude européenne qui a été faite aussi ces dernières années, vous voyez que le degré de stigmatisation associé aux troubles est variable en fonction de la nature des troubles, et qu'à l'heure actuelle, et c'est ce qu'on retrouve dans la littérature internationale, même s'il peut y avoir quelques disparités par rapport à cette enquête qui a été faite il y a quelques années, en haut de l'échelle, la schizophrénie, le trouble de la personnalité antisociale et le trouble de la personnalité borderline, et là où la société a finalement progressé, c'est sur la dépression et le trouble anxieux généralisé. Si on regarde des études, des résultats qui ressortent d'une étude française, qui est une étude qui a été réalisée dans le cadre de la Fondation fondamentale, autour de la schizophrénie, du trouble bipolaire, de l'autisme, même chose, on retrouve les stéréotypes de dangerosité, de violence, des stéréotypes en ce qui concerne la difficulté à pouvoir vivre en société, et finalement un stéréotype qui gravite autour de l'inutilité, je mets entre guillemets, à travers l'accessibilité au travail, alors qu'on sait par ailleurs que c'est un facteur de rétablissement. Donc pour ce qui concerne la dangerosité pour soi-même et pour les autres, un stéréotype, une stigmatisation très marquée pour les troubles du spectre de la schizophrénie, les troubles du spectre bipolaire, même si ici il y a déjà une petite différence, et puis vous voyez que les choses les différences sont plus marquées pour les deux autres variables. Donc un regard commun et un regard différencié, finalement la question de l'investigation scientifique de la stigmatisation a été très très explorée dans les troubles psychotiques, dans la schizophrénie en particulier, beaucoup moins au regard d'autres entités cliniques, le trouble bipolaire en particularité. J'ai mis ici en vert, je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce que vous trouvez
en lien avec différentes catégories de troubles psychiques, celui-ci est en vert, puisque c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler, ou ce que certains ont souligné, comme une caractéristique qui va entraîner une vision plutôt positive en fait, du trouble à travers cette créativité supposée associée au trouble bipolaire. Pour le reste des troubles qui sont ici, il y a des choses que l'on, en termes de stigmatisation, que l'on retrouve comme étant communes à l'ensemble des entités cliniques déclinées ici, et puis des caractéristiques qui sont tout à fait particulières à certains troubles. Je vais prendre juste l'exemple des troubles des conduites alimentaires, où la population générale a tendance à considérer que ce n'est pas une maladie, que ne pas manger c'est un choix que fait l'individu, et que ça correspond en plus à une injonction en quelque sorte de la société à travers tout ce qui gravite autour de la représentation du corps. Parmi les attitudes stigmatisantes, ou en tout cas les représentations sociales associées aux troubles des conduites alimentaires, sont des personnes qui manquent de contrôle sur elles-mêmes et qui choisissent ceci juste pour attirer l'attention sur soi. Le rôle des médias, c'est sur cette partie que ça fait clairement écho, et je été rassurée en vous écoutant, chers collègues, ce matin, on va raconter la même chose. Le rôle des médias sur la stigmatisation et ces représentations sociales négatives, ces fameux stéréotypes, ces préjugés, parce que ce sont des termes qui sont utilisés de façon conjointe. Sur le rôle des médias, ce que je veux souligner, c'est que les médias sont à la fois une source de stigmatisation, ils véhiculent, vous l'avez bien rappelé ce matin dans l'atelier, ils sont une source de stigmatisation en véhiculant des représentations sociales qui s'apparentent en fait à des mythes autour des représentations qui ne sont pas juste autour des troubles psychiques, mais ils sont aussi, grâce aux actions de certains et certaines que je vais reprendre en vous parlant des médias, elles sont aussi finalement des ressources qu'il faut accompagner pour pouvoir les aider à parler de façon adaptée des troubles psychiques et de la santé mentale d'ailleurs en général. Alors, le poids des images d'abord, avant le poids des mots, on avait exactement le même titre par rapport à certains aspects, c'est amusant. Donc le poids des images, alors j'ai choisi des images en France, cette épreuve. 2017, le célèbre jeu Fort Boyard, qui avait développé en 2017 une épreuve qu'ils ont appelée l'asile, avec, vous voyez l'environnement qui était proposé. La même année, un titre de la Provence, les Barjots, les Schizos et les autres. Plus près, en temporalité 2022, la une de Marianne, les fous sont dans la rue, 40 ans d'abandon de la psychiatrie. C'est subtil tout ça, c'est-à-dire que le titre est accrocheur, c'est du sensationnalisme autour de la santé mentale, autour des troubles psychiques, parce que les journalistes ont aussi pour fonction de vendre leurs médias, que ce soit la presse, enfin là en l'occurrence c'est de la presse, on verra un peu ce qui se passe du côté de la télévision et de la radio. Je vais juste dire une chose sur le numéro de Marianne, c'était aussi pour défendre l'idée que la psychiatrie en France manque de moyens. Donc il y a ce titre accrocheur, le contenu qui peut être associé peut être éventuellement beaucoup moins stigmatisant. Je continue, c'était ma promenade de samedi dernier dans les rues de Paris. Voilà, numéro du monde diplomatique, la santé mentale, symptôme d'un monde fêlé, avec possiblement une représentation aussi esthétiquement, artistiquement, on peut apprécier sur le plan esthétique le choix qui a été fait. Maintenant, on sait que ça fait partie des images qui vont favoriser la survenue d'un sentiment de peur en voyant cette image-là associée au terme de santé mentale. Je continue, je viens de donner des exemples, France Inter, Le Masque et la Plume, encore cette année, à propos du livre Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Lyon. Adèle Lyon a écrit la biographie en fait, de sa famille en lien avec l'histoire de son arrière-grand-mère, qui dans les années 50 a eu un parcours de soins en psychiatrie avec un présumé, je vais le dire comme ça, diagnostic de schizophrénie, et elle décrypte en fait comment ce diagnostic a été posé dans les années 50 au regard des connaissances qui existaient à l'époque autour de la schizophrénie de surcroît chez les femmes. Et au cours de cette émission culturelle
sur France Inter, un des chroniqueurs s'est exprimé en disant « Une schizophrène ne peut pas écrire cette lettre merveilleuse ». Le poids des mots, c'est exactement le titre que vous aviez aussi choisi ce matin. Avec d'abord une étude qui a été réalisée en France il y a quelques années maintenant, et qui avait été mandatée par l'association Promesse au sein du collectif Schizophrénie. Une étude qui est allée récolter pendant une longue période, vous le voyez, des articles parus dans les plus grands quotidiens français ou des hebdomadaires qui font partie de la presse la plus lue. Alors une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle sur l'ensemble des articles que les auteurs ont collectés, finalement une très très faible proportion d'articles dans lesquels il est question de la schizophrénie. Donc on se dit très bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que ça se gâte un tout petit peu, puisque finalement, le terme est utilisé dans son sens clinique que dans un peu moins de la moitié des cas. Donc ça veut dire évidemment qu'il est utilisé avec d'autres acceptions ou avec d'autres objectifs. Étonnamment, ces termes sont utilisés majoritairement dans des articles de rubrique culturelle, et quand on regarde le contexte auquel l'utilisation de ce terme est associée, eh bien on retrouve le fameux stéréotype associé à la violence. Donc 44% dans un sens, on va dire, clinico-psychopathologique, ça veut dire que la majeure partie de l'utilisation de ce terme-là se fait dans un sens métaphorique pour souligner la contradiction, l'ambivalence, le double discours, le dédoublement de personnalité, et majoritairement dans des articles qui relèvent du contexte politique. Des exemples, là encore, l'Express. En 2023, les Français du travail, une schizophrénie nationale. À l'intérieur de cet article, ce mal français qui considère le travail comme le problème plutôt que la solution. Ah non, la schizophrénie. Belle découverte, pardon. Il empire au risque de disloquer in fine notre contrat social, tout ça lié à la réforme des retraites en France. C'était ça le contexte en fait pour évoquer. Le changement climatique, la schizophrénie européenne, là encore il suffit de sortir régulièrement ou d'écouter, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai entendu le théâtre sans public, ça s'appelle la schizophrénie. Et puis avant-hier, le journal de France 2, à propos du déploiement du survol par des drones russes du Danemark, le titre qui est resté 5 minutes. Okay, j'ai pas eu de mal à prendre la photo parce que ça restait tellement longtemps que c'était très facile. Donc les drones, psychose dans un ciel européen. Tout cela véhicule autour de la schizophrénie, parce que là les exemples sont très très centrés sur les troubles du spectre de la schizophrénie. Un premier stéréotype qui est bien connu, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, la dangerosité envers les autres. Alors que la majeure partie des personnes qui sont concernées ne sont pas violentes, mais sont 100 fois plus souvent victimes de tout un tas de délits, voire d'agressions. Un stéréotype d'incurabilité, d'irréversibilité, de chronicité qui s'oppose bien entendu à ce que l'on connaît mieux chez les personnes concernées, c'est-à-dire le rétablissement. Un stéréotype d'irresponsabilité, donc des personnes qui ne sont pas susceptibles de pouvoir prendre des décisions, de mener des projets avec ou sans soutien, alors que finalement c'est bien entendu ce que l'on voit davantage au quotidien. Vous l'avez vu, la notion de double personnalité, sur lesquelles les journalistes souvent accentuent la vision de cette pathologie qui est liée à l'approche historique de la schizophrénie. Étymologiquement, schizophrénie renvoie à double personnalité. Et puis, je l'ai moins orienté dans les exemples que j'ai choisis, mais l'incompétence à travers la notion de déficience intellectuelle associée à la schizophrénie, qui est liée à la psychiatrie allemande du début de la fin du 19e siècle. Je vais avancer parce qu'on me dit qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Les médias comme ressources, j'ai trouvé tout plein d'exemples pour, à contrario, dire que les médias sont une bonne source parfois d'information autour de la santé mentale. La journée santé mentale France Inter, septembre 2024, septembre 2025, 2 émissions sur le service public, pas 2 émissions sur le service public, 2 émissions, dont une sur les services publics français, France 2 en septembre 2025 autour des troubles d'usage de l'alcool. Des festivals, des manifestations qui ont lieu régulièrement. Un petit clin d'œil à la scène en folie, Odile, tu es là, donc je suis contente que tu le vois. Et puis d'autres exemples qui, à l'encontre, sont plutôt des ressources en termes de vision de la psychiatrie.
L'engagement des journalistes et de la presse, c'était exactement le sujet ce matin de l'atelier. Donc là aussi, citer des ressources, ça fait écho à ce qui a déjà été présenté ce matin, notamment les initiatives de certains EPSM. Alors je vais tout de suite faire apparaître celui de la Marne, puisque Céline Bérapotel et Stéphanie Grus vous en avez parlé ce matin, mais aussi celui de l'EPSM Lille Métropole, en partenariat avec l'École supérieure de journalisme, où des étudiants journalistes sont invités en immersion sur le PSM de Lille. La ligne éditoriale de l'Union et de l'Ardennais pour des contextes purement locaux concernant les articles traitant du suicide, et puis ici en Belgique, des guides qui ont été proposés par le centre Franco-Basaglia à Liège, et puis ce qui a été édité par la Fondation du Roi Baudouin. Le Psychom qui a aussi édité un vadémécum sur l'information sans stigmatiser pour les journalistes. La stigmatisation par association. Une enquête auprès d'adolescents qui date d'il y a quelques années montre que beaucoup d'entre eux décrivent des attitudes de stigmatisation par leur entourage, des attitudes de méfiance, d'évitement, ou alors des attitudes qui confèrent à la pitié. Pour beaucoup d'entre eux, des stigmatisations aussi de la part de leur père, qui conduit à des pertes d'amitié, et puis qui entraînent des attitudes de dissimulation. Un exemple qu'on trouve dans les articles qui sont associés à l'étude de la stigmatisation envers ou par les familles. La stigmatisation autour des familles, c'est ceci, on retrouve le stéréotype de responsabilité. Elles sont responsables de la maladie de leur enfant, de leur conjoint, etc. Des stéréotypes de honte, de culpabilité, des efforts pour dissimuler les troubles, de l'épuisement, de l'isolement, de la fragilisation des réseaux de soutien familial, amical, du harcèlement potentiellement, et donc une augmentation du délai d'accès aux soins. La stigmatisation structurelle, c'est les différences que l'on peut repérer dans les politiques sociales, ou même sur des aspects plus juridiques autour de la santé mentale, autour des troubles psychiques, avec des inégalités, au moins pour la France. Je connais beaucoup moins le contexte belge, donc au moins en France, des plafonnements de remboursement des psychothérapies, ce qui n'est pas le cas pour d'autres types de soins, l'abrogation d'un article dans le code électoral est relativement récent en France pour les personnes qui sont concernées par une mise sous tutelle. Et parlons des pratiques soignantes, si j'ai encore un peu de temps. Pratiques soignantes qui peuvent être stigmatisées, on en a parlé ce matin, l'hôpital psychiatrique et les soignants en psychiatrie font aussi partie de ceux qui sont concernés par la stigmatisation, mais les pratiques peuvent être aussi stigmatisantes, mais les soignants peuvent être aussi vectrices, et les pratiques soignantes peuvent être aussi vectrices de déstigmatisation. Pour parler de ça, une référence, si je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, allez voir le site du laboratoire de psychologie à l'Université de Bordeaux autour de l'étude StigmaPro, Kevin, Marc Valéry et Antoinette Proutot, pour citer les deux principaux acteurs, qui ont déployé depuis plusieurs années des études pour objectiver la stigmatisation dans les pratiques professionnelles. Il ne s'agit pas ici de juger des soignants, c'est pas du tout ça, c'est pas les valeurs fondamentales des soignants qui sont mis en cause, mais tout un contexte, souvent complexe, qui conduit finalement à avoir des pratiques professionnelles qui peuvent être vécues comme stigmatisantes par les personnes qui sont concernées. C'est le cas ici, ce qui est en jaune, parce que vous voyez que dans l'étude, il y avait deux groupes. C'est des personnes avec un diagnostic de troubles schizophréniques et puis des personnes qui sont concernées par d'autres diagnostics, et sur certaines des pratiques, que je vais détailler juste après, il y a une différence entre la manière dont les soignants, ou en tout cas la manière dont les personnes qui sont concernées par ces troubles identifient les pratiques des soignants. Donc ce que l'on retrouve en priorité, c'est de la non-inclusion dans les prises de décision, voire des attitudes d'infantilisation, de paternalisme, un manque d'information et d'explicitation sur le trouble qui est éventuellement diagnostiqué par les cliniciens, un manque de respect par rapport à l'intimité de la personne, alors un manque de confiance dans les plaintes somatiques, c'est-à-dire que, et on le voit avec, il y a des études récentes qui ont été faites avec des personnes concernées par un trouble de la personnalité borderline, où là c'est très très net, les plaintes somatiques sont beaucoup moins accueillies que par rapport à d'autres situations cliniques, un pessimisme concernant le rétablissement, des pratiques non respectueuses et toujours cette dangerosité qui existe même chez les soignants quand il s'agit de troubles psychotiques et de schizophrénie.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous référer en France à l'étude Indigo qui a travaillé plus sur la discrimination vécue, la discrimination anticipée et qui retrouvait, déjà avant, les attitudes de non-respect, d'humiliation et d'injustice juste parce que la personne avait été en contact avec des équipes de santé mentale. Alors je suis psychologue, Bénédicte m'a présenté, avec plutôt une orientation neuropsycho, c'est bien d'aller regarder comment nous aussi on peut stigmatiser. C'est ce qu'a fait l'équipe d'Antoinette Proutot avec cette étude qui a été publiée il y a quelques années. Et en fait, ce qu'il faut regarder, puisque la consigne qui était donnée aux participants neuropsychologues, c'était de situer la population générale et de situer les personnes concernées par un diagnostic de schizophrénie sur un certain nombre de compétences. Et vous voyez qu'en tant que neuropsychologue, on a un vrai biais, alors illusoire, je pense, de supériorité. Je commenterai juste cette étude comme ça. Alors, soignant, neuropsychologue, puis universitaire, c'est là-dessus que tu as mis l'accent dans ta présentation. Nous n'y échappons pas non plus en tant qu'universitaire. C'est compliqué, ça fait 20 ans que je fais le cours sur les troubles du spectre de la schizophrénie. Il a changé au moins 50 fois ce cours-là. Il y en a d'autres qui ont changé, mais celui-ci, je peux vous assurer que chaque année je le change. Parce que ce sont des situations qui peuvent naturellement engranger cette stigmatisation inconsciente, en fait, dans la manière dont on présente les troubles, dans la manière dont on les conceptualise. Ce que les études scientifiques ont montré, c'est que axer la présentation des troubles schizophréniques et même d'autres troubles sur une vision biologique et génétique renforce les attitudes de stigmatisation. Mais ça facilite aussi le recours aux soins. Ça diminue le sentiment de culpabilité, une petite erreur. Par contre, ça augmente les stéréotypes de dangerosité, d'irréversibilité, d'incompétence. Ça augmente le besoin de distance sociale entre nous et les autres. La stigmatisation, c'est ça, c'est nous et les autres. À l'inverse, la conception biopsychosociale permet d'amoindrir ces effets-là. Aborder les troubles avec une conception catégorielle, c'est-à-dire à partir des catégories diagnostiques, renforce la différence entre eux et nous. Il faut aller vers des conceptions dimensionnelles des troubles qui prônent vers le continuum. Ça a déjà été dit ce matin, de percevoir des similitudes entre soi et les personnes concernées aide aussi à déstigmatiser les troubles, humaniser l'enseignement avec des exemples concrets et en favorisant le contact. On me dit que c'est fini, soyez pas frustrés. Je vais aller à la conclusion. L'impact, quand même, vous parlez de l'impact des campagnes de déstigmatisation. C'est important parce qu'on est ici pour en parler et en étant convaincu qu'on est utile à le faire. Quand on regarde les études dans la littérature internationale sur les effets en fait, de ces campagnes de déstigmatisation, on est assuré qu'on a encore finalement beaucoup à faire. Puisque c'est surtout des données qui sont issues de l'implantation des premiers secours en santé mentale, du dispositif premiers secours en santé mentale, dont la fonction est d'augmenter les connaissances sur la santé mentale dans une action citoyenne. Et finalement, les études qui ont été faites sur ce programme-là, et ça rejoint d'autres données qui existent dans la littérature, on augmente les connaissances sur la santé mentale, avec une taille d'effet qui est plutôt pas mal. On augmente aussi la confiance en soi et la propension à aider, on diminue les attitudes stigmatisantes, mais tout ça ne tient pas sur le long terme en réalité. Les tailles d'effet sont petits, et quand on regarde sur des données sur du plus long terme, d'abord il existe peu de données dans la littérature à l'heure actuelle, donc c'est encore une raison pour continuer à y travailler, et puis surtout, les quelques études qui existent donnent des résultats qui pour l'instant ne sont pas suffisants pour évoquer avec certitude, et ben voilà, on arrive à juste la dernière image que je voulais vous donner. On n'arrive pas à des données qui permettent de confirmer le maintien du bénéfice qu'on a pu avoir à suivre ce genre de formation. Le débat ce matin sur l'atelier médias et stigmatisation a beaucoup tourné autour de ça. Comment est-ce qu'on dénomme finalement? Comment est-ce qu'on doit parler? C'est un peu ce que je vous ai dit en vous parlant à la fois des médias, en vous parlant de comment les neuropsychologues se situent par rapport à des personnes concernées ou par rapport à la population générale.
Posons-nous surtout la question, on peut avoir des grandes idées sur ces sujets, la littérature scientifique montre des choses au regard aussi de certains guidelines qui ont été établis, notamment l'American Psychiatric Association qui, dès 1992, a invité les scientifiques à utiliser une forme de langage particulier dans les publications scientifiques. J'ai sauté cette partie-là, mais pour les quelques rares données que l'on a dans la littérature à l'heure actuelle, la moitié des propos que l'on retrouve dans les articles scientifiques autour de la schizophrénie sont des propos qui utilisent des termes qui, au regard des données scientifiques, sont des termes stigmatisants. Mais j'aimerais finir, et merci Nicolas Demorand, qui se trouve en bonne place sur cette photo, sur cette diapo, pardon. Demandons aux personnes comment elles souhaitent qu'on parle d'elles, et comment elles souhaitent aussi, finalement, se dénommer. Nicolas Demorand, en mars, a dévoilé son trouble bipolaire lors de la matinale de France Inter, qui est la matinale la plus écoutée de France. Donc il a touché évidemment une bonne partie de la population française en évoquant et en expliquant pourquoi il le faisait et pourquoi il ne l'avait pas fait avant non plus. Juste le début de sa chronique 80 secondes, « Je suis un malade mental, je ne veux plus le cacher, je suis un malade mental », il l'explique après, c'est difficile à dire, ça peut être aussi choquant, mais c'est le choix qu'il a fait pour en parler et pour porter en son nom le combat de la déstigmatisation autour de la santé psychique, autour de la santé mentale. Si vous voulez en savoir plus, surtout que je n'ai pas tout dit, vous pouvez naturellement aller voir l'ouvrage qui est paru il y a 2-3 ans maintenant sur préjugés, discrimination, exclusion en santé mentale, Luc Bignot, Tania Lecomte, et puis dans la même veine, puisque je les ai cités, les travaux de Aude Caria et de Kevin Marc Valéry ici, dans un article synthétique autour de la stigmatisation et de la déstigmatisation. Je vous remercie.